Donc bonsoir à tous. Pour clôturer ce colloque, ce premier colloque idée-ADN, j'ai l'honneur et la responsabilité d'animer une table ronde qui est, comme vous pouvez le voir, richement garnie. Et donc, sans plus attendre, je vais vous présenter les participants à cette table ronde. Donc, nous avons Adriana Radulovici, qui est, secrétaire exécutif d'AIBOL, que nous avons eu la chance de voir hier. François Dussoulier aussi, que nous avons eu la chance de voir aussi pendant ce colloque, qui est directeur de la délégation aux infrastructures de recherche sur les collections. Le résumé, c'est Recolnat. Nous avons Lucie Zinger. C'est l'inverse. Zinger, ok. Qui est maîtresse de conférence à l'ENS. Nous avons Nicolas Poulet, qui est chargé de mission à la biodiversité aquatique à l'OFB. Et enfin, nous avons Pierre-Édouard Guillain, qui est adjoint à la directrice de l'eau et de la biodiversité au ministère de la Transition écologique. Oui, bien sûr, et il manque Laurent Poncet. Pardon, ça se réglera sans doute plus tard, qui est co-directeur de Patrinat, le service dans lequel je travaille. Travaillais. Dans lequel je travaille jusqu'à ce soir. Donc, pour commencer cette table ronde, l'objectif, c'est collectivement d'échanger, de réfléchir après tout ce foisonnement d'idées, de concepts, de solutions, de défis qui nous ont été présentés pendant ces 2 journées qui étaient vraiment riches et intenses en matière de contenu et d'échange. C'est de voir comment les sujets de l'ADN et de l'ADN environnemental vont pouvoir percoler, continuer à percoler dans les dimensions très opérationnelles qui sont liées au sujet de connaissance de la biodiversité, de conservation, qui sont soutenues et portées par les politiques publiques de connaissance et de conservation de la biodiversité. Et donc on va essayer de débattre et de réfléchir de comment ces techniques, ces méthodes qui sont nouvelles et parfois pas nouvelles, comme ça nous a été présenté pour certains sujets, vont continuer à avancer. Est-ce qu'elles vont se massifier? Est-ce qu'elles vont rester des sujets de niche, etc. Donc l'idée, c'est de débattre de ça. L'organisation qu'on vous propose, alors on a grosso modo 1h20, 1h30 à peu près. C'est de couper en 3 segments, 3 ou 4, on verra en fonction de la vie des débats. On pose quelques questions, on discute un peu, enfin la parole circule et au bout d'une quinzaine ou d'une vingtaine de minutes, on prendra quelques questions, on peut échanger avec la salle, on refera une session et on va alterner comme ça des sessions de débat à l'intérieur de la table ronde et puis d'échange avec la salle. Ce qu'on propose tout de suite, c'est aux personnes qui sont sur la table ronde, c'est d'aller chercher un joker en salle. Si jamais vous avez quelqu'un qui peut compléter sur un sujet, n'hésitez pas à solliciter de l'aide directement, on fera circuler le micro, c'était prévu. Bien. Voilà. Donc, sans plus attendre, je vous propose de commencer par une première question qui est assez personnelle. Alors, aucun rapport, je vous rassure, avec les lichens, le sujet est terminé. Qui est assez personnelle, qui, pour moi, en fait, c'est une interrogation sur laquelle je ne vous demande pas une réponse formelle, mais peut-être un point de vue. On a observé le sujet de la biodiversité a vécu une révolution avec l'avènement de l'informatique, la structuration des données, la science des données, le partage, la science ouverte, le faire, etc., qui a vraiment libéré les données, augmenté la connaissance, déplacé les sujets en matière de surveillance, etc. Ça a été transformateur. Est-ce que, selon vous, les sujets de l'ADN et de l'ADN environnemental, le déploiement de ces techniques correspond à une révolution équivalente, ou est-ce que c'est encore plus gros? Est-ce que c'est pas la même amplitude? Est-ce que c'est pas du tout le même sujet? Est-ce que l'un d'entre vous a éventuellement, ou l'une d'entre vous, un point de vue sur cette évolution? Ça fonctionne? Oui. Bonjour à tous. Alors, tu as dit évolution, révolution. Je vais peut-être prendre la question sous l'angle révolution.
la comparaison avec la donnée, pour moi, elle est intéressante. Effectivement, ça a révolutionné notre façon de travailler, de pouvoir synthétiser des choses, d'avoir accès. Mais on regardait quand même un peu la même chose. On regardait des espèces et on regardait des localisations, on regardait éventuellement des interactions. Là, je ferais plutôt la comparaison avec la révolution avec le microscope. On est capable de regarder d'autres choses. Si je prends l'exemple de ce qu'on va chercher dans le sol, notre approche classique par espèce ne marche pas dans le sol. Enfin, voilà, c'est un peu compliqué. Et là, on va regarder des choses différentes. Donc, je ferais plutôt la comparaison avec la révolution du microscope. Et puis, dans les révolutions, souvent, on perd des choses. Et là, c'est peut-être le sujet où il faut être vigilant, c'est que ces techniques d'ADN environnemental, elles sont très prometteuses. Nous, on en attend beaucoup au ministère, évidemment. Mais ça ne doit pas remettre en cause d'autres formes d'acquisition de connaissances qu'on a connues depuis longtemps qui sont tout aussi essentielles. Et donc, il faut s'assurer que dans la révolution, on ne perde pas de trop. Donc, c'est pour ça que je suis plutôt sur le thème évolution finalement que révolution. Et je ne fais pas forcément référence à la même révolution, mais en tout cas, c'est une évolution majeure et sur laquelle on doit être acteur pour s'assurer que ça soit une évolution pas subie, mais une vraie évolution qu'on veut aller, qui va nous emmener vers du plus. Merci. Est-ce que quelqu'un veut présenter un point de vue différent ou Je réfléchis. Non, évolution, je suis d'accord. Il y a l'évolution des technologies. Après, on a pas mal parlé de technologies, d'extraction, de résultats scientifiques, d'infrastructures de recherche. Il y a eu tout ça qui a été abordé. Il y a eu l'enjeu des collections. On a beaucoup parlé de partage de données. Je pense qu'il y a une évolution ou peut-être une révolution qui est en train de se faire. C'est déjà qu'on y aille ensemble et que sur ce colloque-là, on y aille ensemble avec plusieurs communautés, collections, recherche, expertise, au moins des naturalistes qui sont transversaux à ces communautés, qui peuvent aller de l'une à l'autre. Pour moi, une des évolutions ou révolutions, c'est plutôt celle qui est à venir du partage des données. Et même si on dit tous qu'on est dans des principes FAIR, qu'on s'inscrit là-dedans, il y a encore plein de données sur des tableurs Excel, il y a encore plein de données dans des bases de données privées qui ne sont pas partagées. Je ne parle pas juste d'un embargo qui permet en 2, 3 ans, 5 ans max de dire ça, on garde ça sous la couverture et on veut publier ces résultats. C'est normal, on a tous des choses à valoriser, c'est normal, on s'investit, on va chercher de l'argent, on monte des équipes, on monte des projets, on doit les publier pour les valoriser. Une fois qu'ils sont valorisés, il faut les partager. Enfin, je pense que là-dessus, ça c'est un vrai changement de paradigme. On est en train de le faire, mais on n'y est pas encore et à mon avis, c'est presque encore plus important que la révolution technologique qui, moi je pense à une autre révolution il y a un siècle ou un peu plus. On s'est mis à disséquer, par exemple en entomologie, on s'est mis à disséquer, à étudier les organes et les structures génitales. Ça a révolutionné l'approche qu'on avait de la délimitation de ce qu'était qu'une espèce. On a toujours en taxinomie, dans les sciences de l'environnement, dans les sciences de la description du monde vivant, on a toujours en fait essayé de prendre le meilleur des technologies pour les appliquer à nos modèles d'études et à la compréhension de la biodiversité. Voilà. Ok, merci. Alors, ouais. Vas-y, allez, faites. On continue? Oui, bien sûr. Je peux continuer? Avec plaisir. Merci Rémi. Bonjour à tous. Donc, poursuivre ces notions de révolution, parce qu'effectivement, cette approche-là fait bouger des choses, fait bouger un certain nombre d'éléments. Et dans la continuité de ce qu'a dit François sur la synergie avec différentes communautés d'acteurs, il y a aussi la communauté d'acteurs publics-privés, où là on voit bien il y a un enjeu de questionner la place de chacun, de l'organisation de chacun, parce qu'on a besoin, pour bien déployer, massifier le déploiement de cette technique, on voit bien qu'il y a un enjeu de coopération publique-privée assez forte. Donc du coup, ça va permettre de pousser la place, de clarifier la place de quelle est la place du public, la position, les missions de service public dans un contexte où ça sera déployé largement, y compris par les acteurs privés. Donc ça revient aux questions de où est-ce qu'on passe la notion de référentiel, les couches basses des systèmes d'information, l'organisation, les responsabilités, la réglementation qu'il y a derrière, potentiellement, qu'il faudrait peut-être faire évoluer dans certains cas. Donc ça questionne pour moi aussi l'organisation d'ensemble et c'est en ça une révolution. Merci. Oui, moi je peux rajouter peut-être quelque chose pour faire encore une révolution encore plus grande. Je sais qu'on parle ici juste de l'ADN,
Mais on doit penser un peu plus loin que juste l'ADN, d'intégrer des méthodes différentes, comme j'avais mentionné hier. Peut-être que vous avez suivi X-Prize. Je pense que Lucie a fait partie d'une équipe de X-Prize Rainforest Competition. Et toutes les 6 équipes, ils ont fait des choses similaires. Ça veut dire d'utiliser des méthodes différentes pour trouver le nombre d'espèces dans l'Amazonie. Alors, on a des possibilités technologiques, on a des possibilités de récolter, de ramasser des données, mais on doit penser encore plus loin comment on va intégrer ça pour pouvoir prendre des décisions pour conserver la biodiversité. Alors, moi, sans aucun doute, c'est une révolution. L'approche de la biodiversité, jusqu'à maintenant, l'approche naturaliste, c'est on capture des individus, on les observe. Et même quand c'est avec un microscope, on observe. On est une espèce visuelle, on observe, on observe. Sauf que là, on passe par une boîte noire. On ne voit plus rien. On donne un échantillon, une matrice, et puis on nous sort une liste d'espèces. Et ça, pour nous, c'est quand même une sacrée révolution. Dans une révolution, il y a des choses sympas, et puis il y a des choses moins sympas. Il y a des têtes qui tombent et tout ça, quoi. Donc, il y a une partie où il va falloir s'adapter. Je pense qu'on change pour le coup véritablement de paradigme dans l'approche de la biodiversité. Ça, c'est les naturalistes qui rencontrent les chimistes. Les chimistes, ils ont l'habitude de travailler avec des molécules, ils ont l'habitude de ne pas les voir. Là, on n'a pas l'habitude de ça. À chaque fois, on échantillonne, on capture des individus, on les voit, on est des saint Thomas, on voit ce qu'on a. Là, il va falloir faire confiance. Ça va être difficile, surtout quand on voit la batterie d'outils qu'on nous propose, les incertitudes, etc. Donc voilà, c'est une révolution sans aucun doute. Merci. Juste pour compléter ce qui a été dit donc, par Adriana, moi je suis complètement d'accord avec cet aspect sur l'intégration en fait, des nouvelles technologies quelque part. L'ADN environnemental en particulier, c'est une approche qui est en fait extrêmement bruitée. Ça, je pense que maintenant on le sait tous, quoi. Et donc on a besoin d'avoir en place des systèmes de validation de ce qu'on détecte. Et une façon de le faire, c'est en croisant tout un tas d'approches différentes. C'est un peu ce qu'on a essayé de faire dans le cadre d'X-Prize. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, je pense aussi, moi je parlerai plus d'évolution, mais c'est que maintenant on a une capacité d'appréhender les systèmes vivants et les systèmes écologiques d'un point de vue vraiment quasiment holistique avec ces approches-là, donc d'un point de vue multitrophique. Ça ouvre des perspectives qui sont vraiment intéressantes d'un point de vue de l'étude, peut-être d'effets de pression environnementale qui vont avoir des effets en cascade par le biais d'interactions biotiques qu'on ne peut pas vraiment mesurer directement, mais on sait que les espèces, elles sont présentes, elles co-occurrent, et donc ça peut nous donner tout un tas d'informations qui sont nouvelles aussi et qu'il faudra qu'on apprenne à analyser correctement. Ok, merci beaucoup. Donc on a déjà brossé très large en fait un nombre de sujets. Les acteurs, les données, le benchmarking, la calibration de ce qu'on fait, le lien avec les pressions, parce qu'effectivement, avec la présentation qu'on a eue plus tôt dans la journée sur la différence entre observer, déduire, prévoir, ça apporte un ensemble de questions. Avant de rentrer dans trop de techniques éventuellement et d'ouvrir ces sujets, je vous propose peut-être une question plus pour Pierre-Édouard directement. C'est, en tout cas, en matière de représentation ministérielle, qu'est-ce que tu peux nous dire de la position ou de la stratégie, on va dire, publique pour la biodiversité liée au sujet de la donnée ADN, de l'acquisition de ces données, de l'exploitation de l'ADN environnemental avec toute l'information, enfin, tout le lien avec le bruit dont on parle. Donc, il y a des connexions qui peuvent aller assez loin. Je peux aller jusqu'à impacter des protocoles type ceux qui sont mis en place dans la DCE. Enfin, on n'en est pas là. Mais quelles sont on va dire la compréhension du sujet en matière d'opportunité, de vigilance, et puis est-ce qu'il y a une feuille de route un peu prévue, ou est-ce que pour l'instant on voit et on s'adapte en fonction de ce qui arrive et des opportunités? Alors, en tant qu'espèce ministérielle, j'essaye toujours de m'adapter, mais on va essayer de travailler et d'y voir un peu plus loin. Peut-être qu'il faut revenir, nous, pourquoi dans nos politiques publiques on a besoin de connaissances. Le premier sujet, c'est qu'on a une responsabilité qui est de protéger la biodiversité dans ses différents compartiments, et notamment de savoir où elle est quand on a d'autres projets qui ne sont pas forcément compatibles, et donc de savoir où elle est, de quoi elle est composée et comment elle évolue.
Donc ça, c'est une approche assez classique, c'est la connaissance des enjeux de biodiversité et ça nous permet de faire des politiques publiques d'aménagement qui concilient les enjeux, ça nous permet de faire des prescriptions quand il y a des sujets qui arrivent, etc. Le deuxième sujet qui démarre plus ou moins, même s'il est très avancé, mais qui est un peu neuf dans notre approche, c'est la surveillance. Alors on la connaissait très bien dans le domaine de l'eau, hein. La surveillance, c'était l'article qu'on avait sur la directive 4 sur l'eau qu'on savait mettre en œuvre. Il est prévu, l'article 17, depuis très longtemps dans la directive d'habitat faune flore. Pour autant, ce n'est pas celui qu'on a réussi à mettre le plus tôt en œuvre. Et pour autant, c'est important dans nos politiques parce que c'est la partie un peu boîte noire de nos politiques. Quand je n'ai pas vocation à protéger tous les insectes, c'est pas possible, et puis ça va être compliqué, ne serait-ce déjà qu'en taxonomie. Donc, par contre, je sais que j'ai besoin des insectes. Je sais qu'il faut que je protège les insectes, donc je vais avoir des politiques de réduction de phyto, je vais avoir des politiques d'offres d'alimentation, par exemple pour les pollinisateurs, je vais avoir des politiques d'habitat forestier dégradé pour alimenter des insectes appro, etc. Mais je ne vais pas pouvoir savoir quantifier, mesurer, est-ce que ça marche, est-ce que j'ai des enjeux, est-ce que j'ai des zones d'ombre, etc. Donc ça, j'ai besoin de mettre en place un dispositif de surveillance et c'est le gros enjeu des années qui viennent, n'est-ce pas Nathalie ? Voilà. C'est celle qui fait ça chez nous, donc. Le troisième sujet, c'est de la connaissance pour tous les cas que j'imagine pas. On nous pose souvent des questions parce qu'il y a des interactions qui ne sont pas connues, il y a des effets qui ne sont pas connus, et à un moment, j'ai besoin de connaissances pour savoir répondre. Voilà, est-ce que telle action, elle a un effet ou pas ? Et c'est ça qui nous lie un peu avec la recherche, c'est qu'on a besoin de connaissances en se disant un jour, ça va nous servir. Alors ça me permet d'insister aussi beaucoup, et François l'a esquissé, mais je le dis aussi du côté des politiques publiques du ministère de la Transition écologique, c'est que nous n'avons pas la possibilité ni le luxe d'avoir des infrastructures différentes, recherche et politique publique. Ça, je le dis à peu près depuis plus de 10 ans, donc je suis assez constant dans mon propos, et c'est là où il faut anticiper dès maintenant ces questions d'ADN environnemental en se disant qu'on ne peut pas partir dans des directions différentes, et notamment sur la question des référentiels, c'est la base. On ne peut pas partir sur des questions différentes, François l'a dit, sur le partage des données. Enfin, tous ces sujets-là, il faut qu'on les embarque maintenant. Et donc c'est pour moi une des conditions, notamment pour qu'on réussisse cette troisième question qui, souvent, et puis le muséum est notre temple pour ça, font qu'on va confronter des besoins, des questions de recherche et des questions sociétales auxquelles on doit répondre. Et donc on a besoin de cette approche commune sur ces objets-là. Après, tu avais d'autres questions, mais j'ai déjà oublié ce que tu m'as demandé. J'ai oublié aussi. Ça va revenir. J'ai oublié aussi, mais en tout cas, ça répondait plus tard. très bien à l'idée de positionner le sujet par rapport à la politique publique relative à la biodiversité au sens large. Et oui, éventuellement, qu'est-ce qu'on en attend ? Alors, moi j'ai plein d'attentes, notamment parce que dans le dispositif de surveillance, et par exemple la directive sol qui arrive, à surveiller la qualité de nos sols, et puis c'est pas un petit compartiment de la biodiff quand même, mais c'est le compartiment sur lequel l'approche classique d'espèces, etc. fonctionne pas, on l'a évoqué, donc on a besoin là effectivement de pouvoir attaquer par la face nord ce sujet, et de pouvoir mobiliser des techniques nouvelles pour dire est-ce que mon sol il a une biodiversité, laquelle, comment elle évolue, comment il répond, enfin voilà, tout un cycle pression, réponse, impact, et donc on a besoin de l'ADN environnemental, je pense que c'est absolument indubitable. J'ai aussi besoin de faire mieux, plus vite, et moins cher aussi accessoirement. Et tu citais la directive cadre sur l'eau, la surveillance des milieux aquatiques, mais je pense que mon voisin de gauche pourra en parler plus efficacement. Aussi, on voit bien que là, on a un boulevard qui s'ouvre devant nous pour faire des choses un peu différentes. Et là, ça nous intéresse aussi pour pouvoir gagner, notamment en réactivité sur la description de nos milieux, et puis peut-être mieux mailler le territoire à moins cher, entre guillemets. Enfin, il y a quand même un enjeu, un peu de sous, mais enfin, ils sont comptés. Et le troisième aspect qui pour moi est intéressant, et c'est ce qu'a dit aussi mon voisin de l'OFB, c'est que c'est des techniques qui sont pas impactantes en fait, on ne prélève pas les individus. Ça, c'est un sujet extrêmement important. Alors, on prélève, oui, c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas, on n'est pas obligé de voir l'individu, on n'est pas obligé d'aller le tuer et de le disséquer pour aller savoir tout ça. Donc, on peut en prélever des bouts,
évidemment, mais pas forcément tout ça. Donc c'est aussi des questions qui nous challengent beaucoup dans les questions de comment on outille nos questions de surveillance, etc. Le dernier avantage, on le voit, c'est quand même une puissance statistique qui est un peu différente avec ces techniques. Je prends pour exemple un sujet qui m'a occupé ce matin, qui était le loup, où on mobilise beaucoup la génétique. On voit quand même que l'outil génétique nous aide quand même nettement à améliorer les dispositifs qu'on avait de CMR, par exemple, parce que ça ouvre plus de facilité à outiller cet outil, et il n'y a rien de pire dans la politique publique que l'incertitude. Et moi, quand je suis face à des éleveurs, je ne peux pas leur dire il y a entre 500 et 4000 loups. Généralement, ils ne sont pas réceptifs du tout à cet ordre de grandeur-là. Donc voilà, j'attends aussi de l'ADN qui puisse nous aider à des fois réduire des incertitudes sur des sujets qui sont je peux vous dire, des fois éruptifs. Un peu sensible. Voilà. Est-ce que, je ne sais pas, Nicolas, si tu veux rajouter quelque chose en lien avec la DCE ou pas immédiatement? Sinon, moi j'ai une question peut-être dans la cascade. Alors on prend la cascade à l'envers, on peut faire un peu les saumons. Si on remonte depuis les politiques publiques de niveau national vers le niveau européen qui a été mentionné plusieurs fois, on peut connecter ce sujet aux cadres internationaux, aux engagements internationaux, au cadre sur la diversité biologique de Kunming-Montréal. Est-ce que, alors peut-être plus pour Adriana, qualitativement, quelles sont les interfaces dans la conception de ces cadres pour ces nouvelles technologies? Est-ce qu'il y a une place? Est-ce que c'est très clairement identifié? Est-ce que c'est un sujet comme les autres? Est-ce qu'on n'en parle pas? C'est évident qu'on va les mettre en place et qu'on est attendu sur ce versant-là? Ou est-ce que c'est en fait pas du tout un sujet et l'objectif c'est de définir des cibles et peu importe le moyen entre les deux? Oui. Oui, ouais, je vais essayer de répondre. La connexion entre la science et les politiques publiques, c'est vraiment fascinant pour moi. Juste pour faire une parenthèse, hein. Comme scientifique, quand tu vas dans les conférences de CDB, quand tu es à l'intérieur et tu suis les négociations et tu vois les négociateurs qui passent des heures à discuter une phrase, tu trouves ça hallucinant. Et je pense que de leur côté, s'ils viennent dans une conférence scientifique et là, ils doivent suivre des discussions sur le concept d'espèce, la délimitation, de barcoding gap, ils vont trouver ça hallucinant aussi. Alors, comment on peut dialoguer des mieux? Et un de mes rêves, juste pour dire, c'est d'avoir des scientifiques et des gens qui sont vraiment impliqués dans les politiques publiques, qui sont dans la même salle avec un whiteboard, puis là, qu'ils vont travailler ensemble pour trouver un moyen. Bon, ça, c'est juste une parenthèse. Bien sûr qu'il y a du potentiel d'utiliser les données d'ADN, ADN environnemental, ADN des tissus pour atteindre les cibles. Il n'y a pas vraiment une procédure d'implémentation sur ça, comme chaque pays a le droit de trouver leurs propres moyens. Il y a des pays comme l'Afrique du Sud qui ont inclus DNA barcoding dans leur stratégie nationale d'inventorier leurs espèces, ça c'est bien. Je ne sais pas si la France fait la même chose. Après, pour calculer les indicateurs des cibles, on a besoin de données. Si les données sont collectées à partir de l'ADN ou à partir des données satellitaires ou de l'acoustique, ça c'est un peu... c'est pas vraiment le secrétariat de la Convention qui décide, c'est les pays qui vont décider. Alors, si on a des gens du ministère ici qui sont intéressés à utiliser l'ADN environnemental, ça veut dire l'ADN de tissu, DNA barcoding, alors ça veut dire que la France est un peu en avance que les autres pays, peut-être. Après, on doit passer par toute une discussion sur les standards des données d'ADN, les bases de données, comment les analyser, comment être sûr qu'on a la qualité des données. Et tout ça, c'est une discussion, on peut passer ici toute la soirée à discuter la qualité des données. Mais c'est sûr, moi, je vois le potentiel. Et j'aimerais avoir des cas d'études, en fait, pour connecter la méthodologie d'ADN avec
les cibles. Alors, si vous avez des exemples, viens me voir après cette table ronde. Peut-être un mot sur la SNB, non, qui prévoit justement pour l'État français un inventaire, enfin un recensement. Oui, pour tous ceux qui connaissent la SNB par cœur, dans les 209 actions, et effectivement, on a une action qui est ciblée sur l'enjeu de l'ADN environnemental, y compris parce qu'on a, et merci de l'avoir souligné, une ambition et une longueur d'avance grâce aux sociétés qui se sont lancées dans ce sujet et au monde scientifique qui s'est investi dedans. Donc on l'a identifié au moment de la SNB comme un enjeu majeur de développement de la connaissance. Dans le cadre de la connaissance, c'est une action parmi d'autres, ce n'est pas le seul sujet pour développer la connaissance, on en a d'autres évidemment, mais c'est effectivement un sujet bien identifié, qu'on dote financièrement derrière aussi, sur lequel on a mandaté Patrinat, l'OFB pour réfléchir sur ces sujets, et sur lequel on a une feuille de route commune justement pour mettre en œuvre cette action. Merci. Si personne ne veut ajouter quelque chose en particulier, on peut peut-être se tourner vers la salle. Je ne sais pas si quelqu'un a éventuellement soit une question, soit un complément d'information à transmettre sur ce cadre un peu général. Merci. Je voulais revenir sur cette idée évolution-révolution. En fait, quand le barcoding est sorti au début des années 2000, il y a eu énormément d'articles sur la peur que ça entraîne la perte de l'approche traditionnelle, entre guillemets, en taxonomie, donc en gros morphologie. Et en fait, dans certains cas, pas tout le temps, mais dans certains cas, et en tout cas ça l'a été pour mon groupe, ça a plutôt eu l'effet inverse, c'est-à-dire que le barcoding a été une locomotive à laquelle on a pu raccrocher des approches plus classiques de morphologie, de terrain, etc. Et donc, non seulement il ne faut pas que l'ADN environnemental soit une révolution au sens de faire tomber des têtes, mais en plus de ça, ça peut être utilisé, je pense, comme une locomotive. Donc, clairement, je parle de financement, hein. On est tous à chercher des financements et on a tous mis le barcoding en avant à un moment ou à un autre pour financer nos projets. Et je pense qu'on peut le voir comme ça aussi avec l'ADN environnemental. C'est-à-dire que si on met ça en avant, je peux accrocher des wagons, par exemple pour compléter l'inventaire national avec des approches plus classiques pour constituer les bases de données de référence. On a tous du mal à le faire. Si l'ADN environnemental peut nous permettre d'accélérer là-dessus, c'est une très bonne chose. Donc c'est une grosse révolution, mais ce n'est pas une révolution au sens où on va arrêter ce qu'on faisait avant, et au contraire, ça peut nous aider à remobiliser un petit peu tout ça, je pense. Merci. Si vous voulez réagir, répondre, sentez-vous libre. Ouais, j'ai failli parler de ça tout à l'heure, effectivement, sur la question évolution-révolution. Comme quoi on est connecté, Nicolas. Également parce que dans plusieurs présentations, il a été vu que dans le cas d'un prélèvement en vue de faire du métabarcoding de sol ou d'eau, on voyait que l'expérience du naturaliste, je crois que c'est le collègue de Biotope ce matin qui disait ça, l'expérience du naturaliste, elle influençait fortement la qualité des résultats qui seraient obtenus. Donc en gros, on voit qu'on n'allait pas envoyer justement je me rappelle, effectivement, il y a 20 ans ou même il y a 15 ans en arrière, on se disait, on va envoyer des gens bien moins payés qu'un chercheur sur le terrain, ils feront un prélèvement d'eau, puis hop, on aura la liste d'espèces, quoi. On voit en fait que ça ne fonctionne pas. Donc effectivement, il y a ce besoin et ce trait d'union entre l'approche naturaliste qui continue, en fait, qui utilise de nouvelles technologies, qui sont guidés par les professionnels de la recherche, mais qui emmènent aussi avec eux des amateurs et qui montrent, entre guillemets, la plus-value de cette culture naturaliste qu'on a appris sur le terrain, je pense, sur les bancs de l'université, ou dans également le monde associatif. Je pense qu'il y a plusieurs associations naturalistes qui sont représentées ici dans cet amphithéâtre. C'est aussi une manière aussi d'inclure en fait tous les naturalistes amateurs qui sont aussi des grands descripteurs d'unités évolutives du monde vivant. Bravo. Merci. Vas-y, Laurent. Ouais, moi, je veux bien continuer à filer ce sujet-là parce qu'effectivement, je crois que ça a été évoqué plusieurs fois, mais c'est la complémentarité importante. Et il faut même se projeter dans un contexte où aujourd'hui, la science de la conservation et la capacité de gestion de la biodiversité est relativement sous-dotée globalement.
C'est-à-dire qu'on a, on a une problématique, on a une dette finalement un peu en quelque sorte organisationnelle et financière globale. Et que du coup, il faut faire attention de ne pas tomber dans le côté de la solution magique qui va résoudre notre dette. Pour autant, il faut quand même garder l'idée que ça peut optimiser, hein, ce n'est pas mon propos, mais quand même, il y a un enjeu de ne pas vouloir solutionner les difficultés que l'on peut avoir parfois par simplement une technique. Ça doit améliorer l'ensemble, mais par contre, il faut qu'on continue à investir les champs techniques, les champs scientifiques, les champs politiques sur ce champ-là pour améliorer la situation qui est quand même pas très glorieuse sur le champ de la biodiversité. Et y compris, moi j'en profite sur ces enjeux-là, la force de l'ADN, de l'usage de l'ADN, c'est aussi d'apporter de l'expertise là où il y a un manque parfois. Des exemples, par exemple, sur les forces de contrôle qu'il peut y avoir dans les douanes, sur certains sujets pour les espèces CITES, par exemple, où aujourd'hui il y a des gros enjeux d'expertise taxonomique. Donc on peut aussi outiller, et finalement faire mieux, voilà, mais pour autant on ne va pas remplacer le douanier. Donc c'est important de le voir en surcouche, de porter des éléments, et forcément ça veut dire de l'investissement en fait dans la démarche. Voilà. Moi, c'est mon point de vue, convaincu que c'est un bon outil, mais il ne doit pas pouvoir, il va pas solutionner toutes les difficultés que l'on peut avoir à chacun des problématiques des politiques publiques environnementales. Effectivement, comme tout outil, il faut l'utiliser à ce pourquoi il est fait ou à peu près. Alors, est-ce qu'il y a une autre question ou intervention? Pascal? Oui. Ouais, en fait, moi, c'est simplement un complément sur un pan de la biodiversité. On en a un petit peu parlé, hein. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup avec l'ADN environnemental, c'est qu'on va pouvoir avoir des données sur les interactions sur certaines parties du fonctionnement des écosystèmes. Et ça, on pouvait l'avoir avant. On pouvait l'avoir avant avec l'humain. On a des dispositifs, notamment de sciences participatives, qui permettent d'inventorier ces interactions. Mais là, en fait, la possibilité d'avoir des interactions, et je pense à la pollinisation, va permettre de développer beaucoup d'outils, de protocoles en termes de suivi et de compréhension des fonctionnements des écosystèmes. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est quelque chose sur lequel on va pouvoir partir maintenant et sur lequel on avait des difficultés avant, en fait. Merci. Réaction. Alors, on a parlé des gens. On a parlé des gens, et je pense qu'on a effectivement ouvert un boulevard, comme tu l'as indiqué, Pierre-Édouard, avec ces nouvelles technos, ces nouvelles approches pour aller plus vite, toucher plus largement, etc. Moi, ça me pose plusieurs questions. On a aussi parlé de l'écologie de l'ADN. Alors ça, c'était nouveau pour moi. Et alors, c'est intéressant, parce que ça fait le lien avec plein de choses, le plan Tetris, taxonomie, etc. Il faut former des naturalistes, mais il faut aussi former des écologues de l'ADN. Ça, c'est un truc qu'on n'a pas encore prévu, je crois. Mais bon, ma question, c'était, on a une communauté d'acteurs qui est diverse, et il y a une entrée un peu techno. C'est quand même super techno, l'ADN environnemental. Quelle perception dans les expériences que vous avez eues auprès des usagers, qui soient différents publics, les techniques, les parties prenantes de la société civile? Je ne sais pas si on va voir des agriculteurs en leur disant qu'on fait un plan d'étude de la biodiversité associée au haies basé sur l'ADN environnemental. Comment ils perçoivent ça? Il y a quand même ces enjeux de compréhension et éventuellement d'acception de la technique. Il y a un côté un peu techno, notamment boîte noire. Est-ce que vous avez des retours terrain ou éventuellement des pressentis par rapport à ça? Non, je peux t'assurer que mes éleveurs ce matin qui font de la génétique pour leur élevage, ils comprenaient très bien mes histoires de génétique sur le loup, hein. Il n'y avait pas de sujet là-dessus. Je pense que la génétique, c'est compliqué. Moi, je me souviens, j'adorais ça au lycée, puis un peu moins dans les études supérieures. Je trouvais ça vraiment trop compliqué. Mais ça a quand même envahi notre monde. Voilà, je pense que à la fois parce que ça fait partie des programmes scolaires, parce que c'est quelque chose qui est bien assimilé à l'individu, à la variabilité. Enfin, je trouve qu'on n'a pas tant de mal que ça. Après, c'est vrai qu'on n'a pas des acteurs forcément qui imaginent tout l'univers des possibles avec. Ça, c'est certain. Donc, à nous de leur démontrer à quoi ça sert.
J'ai pas vu pour l'instant, mais peut-être que mon joker Nathalie pourra me dire si dans les échanges qu'elle a eus, j'ai pas vu d'acteurs nous disant oula c'est une technologie qui est pas fiable, oula c'est une technologie qui est critiquable, ou enfin tu vois pour des raisons éthiques ou voilà ou je ne sais quoi. J'ai pas de gens qui ne rêvent pas quand on leur parle d'ADN environnemental, mais je sais pas si tu en as déjà vu Nathalie. Oui, merci. Oui, la question éthique que tu soulèves revient de temps en temps, parce que dans ton propos introductif, tu parlais d'ADN environnemental, mais il y a également tout ce qui est métabarcoding, etc. Et je me souviens que notamment le CNPN avait insisté sur cette question-là. C'est une technique prometteuse, mais dont l'usage doit être fait de manière raisonnée, en fait, par rapport à son caractère destructif dans certains cas. Ok, merci. Alors, pour continuer sur les communautés d'acteurs... Ah, François, tu voulais... Non? Si, vas-y, je t'en prie. J'allais pas parler d'éleveurs parce que je connais moins ce monde, mais j'allais parler du côté, effectivement, tu as insisté sur la possible déconnexion qu'il pouvait y avoir entre des professionnels ou des groupes de professionnels qui travaillent sur la biodiversité, géodiversité aussi, et cette approche super technique de l'ADN. Moi, je pense que dans la communauté, alors je sais pas si c'est une communauté qui est très poreuse, heureusement, et transverse, mais la communauté des responsables de collection naturalistes en France, qui sont essentiellement des responsables de collection dans les universités, dans les muséums territoriaux, au Muséum national, dans des centres de recherche. Tantôt, ils sont très liés à la recherche et ça leur fait pas peur. Tantôt, ils sont plus sur des aspects effectivement de type culture scientifique ou à répondre à de la médiation et de la valorisation de collections lors d'expositions, lors de sensibilisation publique, etc. Et là, effectivement, moi j'ai constaté des déconnexions justement sur la peur de trop de technicité. Et ce colloque, c'était un des objectifs de ce colloque, justement, c'était de montrer tous les liens. Ça ne veut pas dire qu'on a tous tout compris de tout ce qui a été présenté. Enfin, en tout cas, j'espère que ce n'est pas votre cas, parce que sinon, on ne pourra pas en refaire un l'an prochain ou dans 2 ans. Mais en tout cas, de voir qu'il y avait suffisamment de passerelles, suffisamment d'élan dans la communication et dans la complémentarité, effectivement, de nos expertises, pour que tous, on puisse y aller ensemble. Il y a eu des appels aussi, GBIF, etc., Bold, à dire on fait un effort commun. Moi, je pense que la communauté des collections, il y a plein de collègues qui sont à fond, d'ailleurs, il y a des collègues qui sont dans la salle et qui veulent y aller sur notamment le développement de collections de tissus, sur le développement de collections dont on va préserver les ADN dans des institutions publiques pour qu'ils restent aussi exploitables, mobilisables par la recherche. Aujourd'hui, on croit savoir des choses où on émet des hypothèses à un temps T. On sait que demain, on critiquera ce qu'on fait en 2024. Mais à chaque fois, les humains pensent savoir on est beaucoup plus avancé techniquement, technologiquement qu'hier. Ce qui est peut-être vrai, mais en fait, la science, elle se fait toujours en critiquant ce qu'elle a fait l'avant-veille. Donc c'est important qu'il y ait une certaine matérialité, un certain dépôt qui soit assuré pour donner de la robustesse et donner une capacité aux générations futures à critiquer nos hypothèses de travail aujourd'hui, qu'elles soient taxinomiques, sur l'état de l'environnement et autres. Il y a un exemple qui me vient en tête, je ne sais pas d'où il me vient, mais il me vient en tête et je vais le partager quand même avec vous. C'est un collègue d'ailleurs qui est peut-être dans l'assistance, qui travaille sur la qualité des sols. Et pour travailler sur la qualité des sols, il veut avoir des collections de sols d'il y a un siècle. Sauf qu'on n'a pas conservé de sol en France. Je crois que la conservation des sols répartis dans le territoire national, ça a commencé dans la fin des années 80-90. Donc c'est très récent, c'est bien après la PAC, qui était dans les années 60. Donc on n'a pas ça. Et bien cette personne-là, elle a travaillé dans les collections d'herbiers, où tu le sais, en tant que botaniste, les botanistes en général, ils époussettent toute la terre qui est liée à leur spécimen et qui colle à leur échantillon pour que ça soit propre. Aujourd'hui, en fait, ceux qui ont mal fait leur travail et qui ont gardé des petits bouts de terre, en fait, on est capable d'analyser l'ADN des fragments de micro-organismes qui donc qualifient les sols anciens. Et les sols anciens à l'échelle historique, c'est des sols qui ont un siècle, c'est des sols qui ont 80 ans avec l'ADN ancien, etc., dont on a vu hier une présentation brillante. Et en fait, du coup, ces collections, elles sont une ressource de données qu'on a du mal parfois, on a du mal à cerner leur potentiel de recherche et de solution
pour nos sociétés aujourd'hui et demain, quoi. Merci. Juste par rapport à l'aspect prise en main par les acteurs de terrain. De toute façon, c'était prévu dans cet ordre-là. Voilà, je C'est devance. parfait. C'est un peu notre caractéristique à l'OFB, c'est qu'on devance tout. Justement, en 2010, on était déjà sur le coup. C'était pas l'OFB à l'époque. Et justement, mes collègues qui connaissaient pas la DNE sur le terrain ont vu tout de suite le potentiel et s'en sont emparés sans trop de difficultés. À côté de ça, on est quand même on est une société assez biberonnée à la techno, hein, quand même. Hein. On a tous des smartphones, il y a tous des applis qui se développent les unes après les autres chaque jour pour faire ci ou faire ça. Donc, la crainte qu'on avait quand on a vu arriver l'ADN environnemental, c'est que les acteurs concernés se croient dans les experts, quoi. Voilà, on allait avoir une réponse tout de suite. Et c'est un temps de traitement. Ça paraît caricatural, mais voilà. Il se trouve que ce n'est pas le cas. Et quelque chose qui m'a toujours étonné sur la génétique, parce qu'on parle de génétique depuis tout à l'heure, c'est qu'elle a mis énormément de temps à arriver en tant qu'outil de gestion sur le terrain. La génétique des POP, ça fait 30 ans, 40 ans que ça existe, et les outils un peu plus modernes, ça fait une vingtaine d'années. Vous parliez du modèle couplé de CMR et de génomique qui est développé par le CEF, etc. Pour le loup, c'est un des rares exemples vraiment d'utilisation concrète pour la gestion. Il y a plein de preuves de concept qui s'arrêtent à la publication, mais je ne connais pas d'indicateur aujourd'hui de mise en œuvre des politiques publiques qui soit basé sur le moléculaire. Il va y en avoir, probablement. Vous vous rendez compte, ça fait quand même plusieurs décennies qu'il y a un matériel énorme sur des outils qui sont déployés. Par exemple, sur les estimations d'effectifs efficaces, ce genre de choses, de taille de population, etc. Moi, j'en vois toujours pas arriver, et pourtant, il y en a. Voilà. Et donc, c'est un peu ambivalent, c'est qu'on a l'impression qu'on va s'emparer de ça très très vite, et puis finalement, il y a une sorte de plafond de verre où on ne fait pas le... Parce que probablement, enfin moi c'est une de mes hypothèses, c'est parce que les chercheurs nous présentent une quantité d'outils différents, de forces et de faiblesses, qui font un peu peur aux décideurs de dire « oh, aïe, 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 aïe. Puis il va falloir standardiser ça va coûter cher, il va falloir former les gens, ça va coûter cher. » Voilà, c'est un peu compliqué, ça peut faire peur, mais aujourd'hui, je pense qu'on est un peu, alors pas au pied du mur, mais plutôt une opportunité vraiment unique, parce que l'ADN environnemental, je trouve, c'est l'aboutissement des techniques moléculaires, voilà, qui arrivent à nous faire dire, bon ben là, c'est juste, ne serait-ce que présence-absence d'une espèce qu'on ne voyait pas, et je reprends les exemples de Vincent sur les bivalves, vous voyez les petits trucs là comme ça, qui sont pourtant un maillon clé dans le fonctionnement des écosystèmes, en l'occurrence aquatiques, qu'on n'avait pas du tout, qui passait sous les écrans radars, quoi. Aujourd'hui, on l'a. Donc maintenant, voilà, il y a une opportunité et je pense qu'il faut vraiment la saisir et pas attendre trop longtemps, quoi. Merci. Alors Laurent, est-ce que... Vas-y. Mais en fait, ouais, je veux bien, en fait, parce que par où prendre le film, mais alors je pense que c'est quand même ça rejoint un peu ce que tu as dit, mais je pense que plus généralement dans la sphère, même dans la société au sens large, finalement, je pense que c'est beaucoup plus compris cette approche, ces techniques-là, que l'approche traditionnelle. Parce qu'aujourd'hui, la diversité, la complexité de détermination en fonction des groupes, etc., où il faut parfois même utiliser des techniques, y compris chimiques, ou des approches spécifiques avec un ensemble de critères extrêmement complexes. Donc je pense qu'en termes de perception, je ne dis pas que c'est simple, mais c'est vu comme simple. On analyse quelque chose et puis on a le résultat, un peu comme quand on analyse de l'eau, on sait si elle est polluée, ou elle est de tel type, elle est calcaire ou autre. La perception du grand public, à mon avis, ça simplifie la notion, voilà, et finalement ça révèle, ça va, à mon sens, et ça rejoint un peu les éléments qu'a évoqué Nicolas, là, ça peut révéler, finalement, être un moteur de mettre en valeur la biodiversité, de la révéler, parce que ça va la simplifier dans la compréhension. Voilà. Maintenant, il y a plein de risques à ça, mais il y a quand même, je trouve, c'est plutôt un vecteur de simplification, de compréhension et de pouvoir emmener les gens autour de la problématique de la diversité et de la biodiversité. Merci. Je ne sais pas s'il y avait une question. Je voulais revenir sur certaines choses qui ont été dites un petit peu sur comment les acteurs sur le terrain perçoivent un petit peu cet outil-là, notre recul, nous. C'est que
je pense que c'est très important que l'outil soit robuste et qu'il n'y ait pas de... En fait, la présence de faux positifs, faux négatifs, le fait qu'il y a une discordance entre la perception du terrain et l'outil, ça crée de la défiance. Et la robustesse de cet outil, tu as commencé par parler un peu d'écologie de l'ADN, je suis assez technique comme idée, mais en fait c'est vrai que pour l'instant on manque encore vraiment de recul sur comment cet ADN il est dans l'environnement, comment il se diffuse, comment il se dégrade, et on sent que ça influe sur la standardisation de nos outils, sur comment ils se comportent dans les différents milieux, et je pense qu'il faut vraiment, on a parlé qu'il fallait mettre des moyens pour les référentiels taxonomiques, mais il faut aussi mettre des moyens pour qu'il y ait de l'ingénierie, pour qu'il y ait du personnel technique qui passe du temps à tester ces conditions, voir un peu comment ça influe, pour qu'on ait des outils robustes. Et ça c'est de l'ingénierie vraiment pour pouvoir, et il ne faut pas aller trop vite non plus à ce niveau-là, et c'est ça qui va renforcer le niveau de confiance qu'auront les acteurs sur les outils. Merci. Oui, je voulais aussi compléter sur l'aspect simplification. Parce qu'effectivement, on est sur des techniques qui sont maintenant non invasives. Vous n'êtes pas sans savoir que les espèces qui sont rares, protégées, ne doivent pas être capturées, perturbées, détruites. Or, tous les prélèvements qu'on pourrait le faire, les méthodes classiques de capture, au filet, au troubleau, ont un impact. De fait, on n'est pas forcément dans les clous dans la loi, et le fait de passer par l'ADN environnemental simplifie beaucoup ces approches. Typiquement, pour les mammifères sur lesquels on a bossé, les pièges à poils, ou les techniques un peu classiques de récupération d'échantillons sont normalement complexes. On passe par un dossier de dérogation, ça peut prendre du temps, ça peut avoir un certain coût. Le fait de tout passer par de l'ADN environnemental améliore aussi cet aspect en fait très terrain, très application. L'ADN environnemental au service de la simplification administrative. Une question, peut-être de l'autre côté, Claude, de l'autre côté. Moi, je voudrais juste réagir sur un petit truc, c'est que, on parle de bon, moi, j'aime pas trop ce terme-là, l'écologie de l'ADN. Pour moi, c'est pas du vivant, donc c'est un cycle d'une molécule. En fait, à vouloir trop comprendre comment ça fonctionne, et je dis pas qu'il faut pas le faire, hein, mais je me pose la question, est-ce qu'on n'est pas en train de déplacer le problème? C'est-à-dire, on essaie de développer un outil pour comprendre la biodiversité, pouvoir mieux la protéger, et j'ai peur qu'à essayer de trop comprendre comment se comporte l'ADN dans l'environnement, on glisse vers quelque chose où on essaye de comprendre notre outil, et du coup qu'on perde de vue quelque part l'objectif de départ, quoi. Et c'est pour ça en fait, je dis pas que c'est pas nécessaire, mais par contre est-ce qu'on peut pas trouver des systèmes qui nous permettent de quantifier ce truc-là, typiquement de mettre des contrôles ou de mettre des systèmes sur place, tu vois, un ADN exogène comme on a pu le faire avec la carotte, pour juste quantifier comment cet ADN se comporte sans forcément exactement comprendre qu'est-ce qui fait qu'il se comporte comme ça, et en tout cas mesurer pourquoi il se comporte comme ça. Ça peut permettre de répondre à cette question-là sans pour autant tomber dans la technicité extrême où on perd de vue la question de départ, quoi. Merci. Alors, quantifier, mesurer, fiabiliser, c'est mon sujet d'après. Parfait. Oui, je voulais faire quelques commentaires sur 2-3 aspects. Premier point pour l'anecdote, la première fois que j'ai fait une communication sur l'ADN environnemental, en 2010, une personne du public m'a dit « ça a l'air bien votre truc, mais ça ne sortira jamais du labo ». Bon. Sur l'aspect acceptabilité, tout à l'heure il a été dit que c'était accepté. Au début, ça n'était pas tant que ça, hein, parce qu'il y avait des doutes, en effet. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'il y avait un peu à la même époque beaucoup d'études sur les chauves-souris, par exemple, avec des appareils technologiques qui permettaient de les détecter. C'est pour ça que les chauves-souris sont un peu partout dans les annexes, etc., parce qu'on a des moyens. Et ça, c'était très accepté. C'était le pas méthodologique. Grâce à cet outil, il avait été permis pour détecter les chauves-souris, alors que quand on présentait une autre méthode, là, ça l'était moins. Donc là, en effet, j'ai bien vu que dans ce congrès, il était bien compris qu'on avait besoin des écologues, des taxonomistes, de tout le monde pour pouvoir travailler avec cet outil, et ça, c'est très bien. Il y a un autre aspect, et ça vient d'être abordé, c'est sur les aspects de l'exigence qu'on a par rapport à cet outil. On dit, ouais, mais il y a des faux positifs, des faux négatifs, Bon, on peut mettre des protocoles qui permettent d'avoir des probabilités de détection. Et quand on pose, oui, mais alors, vous, avec vos méthodes traditionnelles, c'est quoi la probabilité de détection quand on fait une pêche électrique, etc. Vous voyez, on est plus exigeant sur ce protocole-là que sur les méthodes classiques. Et c'est très bien. Ça veut dire que maintenant, c'est venu dans la culture des écologues que quand on va faire
une observation à un moment donné. Si on n'est pas capable d'évaluer la probabilité de détection, des suivis à long terme, ça ne sert à rien. Donc oui, il y a quand même eu un échange, une transposition de ces choses d'une discipline vers une autre. Ça, c'est comme bien. Je pense qu'il faut parler de l'ADN environnemental, mais parler aussi des outils biostatistiques qui vont avec. Et puis le dernier aspect, c'est peut-être l'aspect, la boîte noire de qu'est-ce que c'est que l'ADN environnemental. C'est vrai. Hein, alors on peut l'utiliser sans savoir ce que c'est. On peut utiliser un ordinateur sans vraiment savoir comment fonctionne l'ordinateur. Mais en tant que scientifique, on essaye d'avoir un peu mieux de connaissances. Et le manque de connaissances vient du fait que, enfin, c'est comme ça que je l'analyse, que les outils qu'on peut utiliser pour travailler sur cet ADN particulier, etc., c'est plutôt des outils qui sont utilisés en biologie fonctionnelle, des gens qui sont en biologie cellulaire, enfin voilà, c'est pas des écologues. Et donc, il y a un manque d'interdisciplinarité pour arriver à ce genre de questions, mais il y a plusieurs labos qui y travaillent actuellement. Merci pour ces compléments. Effectivement, ça jette un éclairage vraiment complémentaire sur ce qui a été discuté. On a parlé du côté boîte noire immatérielle. Juste pour rappeler une chose, c'est que les méthodes ADN environnementales, ça reste de l'échantillonnage. Et forcément, il y a une part d'incertitude et c'est toujours faux par rapport à la réalité qu'on n'a jamais. Et ça, c'est... Donc, moi, j'ai toujours des critiques des acteurs, des gens sur le terrain, sur les pêches électriques, sur les poissons. Vous n'avez pas eu telle espèce. Ouais, il n'était pas là quand on a pêché ou... Voilà, c'est comme ça. Et alors, il faut réduire autant que faire se peut les risques de faux positifs et de faux négatifs sur l'ADN environnemental. Mais on ne peut pas être plus exigeant, en effet, que par rapport aux autres méthodes, parce que ça reste de l'échantillonnage. Ça, il faut vraiment le rappeler, quoi. Si on a un peu de temps aussi pour continuer un tout petit peu ça, parce que ça me fait penser à, comme dans les démarches médicales où on met en place, on produit un nouveau médicament. En fait, il y a des phases de test, une nouvelle molécule. On se dit, finalement, elle marche, elle peut apporter telle réponse. Et puis finalement, on le teste en laboratoire. Après, on le teste en grandeur un peu plus large. Et puis, on fait des contre-indications. Et à la fin, malgré tout ça, il y a un médecin qui dit, et dans votre cas, c'est celle-là que vous devez utiliser. Pour moi, on est un peu dans la même démarche. C'est-à-dire qu'on est au début, on est en train de normaliser en quelque sorte, de calibrer des choses, mais à la fin, ça doit rester un cadre d'application avec des écologues, avec quelqu'un qui va comprendre la limite de l'exercice, d'utiliser telle méthode ou tel objet d'étude pour répondre à telle question. En fait. Et je pense que nous, la sphère environnement, la biodiversité, on doit aussi peut-être aussi mettre en place un certain nombre de processus de ce type-là pour pouvoir se dire jusqu'où on est, où en est la maturité finalement de telle méthode et comment on peut la déployer plus largement et l'industrialiser en quelque sorte. C'est vrai qu'en biodiversité, le lien biodiversité et politique publique, on a souvent un sujet d'industrialisation. Enfin, on y vient après avec le sujet des données, mais avant ça, alors je me rends compte que on a sans doute un petit peu dérapé puisqu'on avait quand même le sujet ADN, barcoding, ADNE. Bon, il y en a un on va rester sur l'ADNE pour l'instant. Alors le barcoding ADN, bien sûr, c'est essentiel parce qu'il faut remplir les référentiels de séquences, on y vient après. Et sur le fait que ça ait mis, comme tu l'indiquais Nicolas, 30 ans quasiment à percoler entre le labo et le caractère opérationnel, politique publique, quantification de population d'espèces, etc. Pour reprendre ce que disait Pierre-Édouard, on a besoin d'un truc fiable, de certitude. On ne veut pas d'incertitude, et surtout dans la biodiv, X dimensions, on a de l'incertitude, quoi. C'est de l'échantillonnage et de l'incertitude, etc. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles ça a mis autant de temps à arriver, notamment si on prend en compte l'illustration d'Adriana qui était la bagarre sur le mot, la virgule, la bagarre sur le terme, la définition des deux côtés, scientifique et politique. C'est peut-être une raison qui fait que ça a mis du temps à faire qu'on en soit là aujourd'hui. Ma question, j'y viens, c'était par rapport en fait, la présentation que tu nous as fait, Lucie, m'a posé une question, et je ne sais pas si c'est quelque chose qui existe, mais on a parlé de métabarcoding, de séquençage ADN environnemental, et de différents outils qui, si on change dans le script une lettre, ça ne donne pas le même résultat. Si la machine n'est pas sur du 120 volts, mais sur du 110, ce n'est pas la même réponse, etc. Est-ce qu'il existe, pour rentrer dans la matérialité du sujet, des flacons de référence qui vous disent, en fait, dans ça, il y a ça. Si vous faites, quel que soit le protocole, il faut qu'il sorte
un résultat dont vous pouvez analyser le delta par rapport à un flacon de référence sur le Sanger numéro 3, je ne sais pas quoi. Alors moi, dans la tech, là, je suis vraiment paumé, mais est-ce que ça existe? Est-ce que c'est à développer? Et la suite de ma question, c'est, et qu'est-ce qu'on fait des échantillons collectés sur le terrain, Barcode Rain, enfin, est-ce qu'on les met en collection pour les repasser dans 10 ans? Voilà. Est-ce qu'il y a de la place au muséum pour le faire? Est-ce que le muséum est prêt à recevoir toutes les bouteilles, toutes les gourdes de terre, tous les sacs, etc. Est-ce que le ministère va contribuer à financer ces dimensions-là? Donc une question grande comme ça, coupée en plusieurs morceaux. Moi, je vais commencer sur la partie de référentiel. Enfin, là, il existe ce qu'on appelle des communautés artificielles. Enfin, voilà, il y a des communautés artificielles bactériennes, par exemple, qui sont vendues sur le marché. Quand on travaille sur le microbiote intestinal, typiquement, c'est des trucs qui sont souvent amplifiés. Après, dans le cadre de l'ADN environnemental, c'est souvent un petit peu à chacun sa sauce, on va dire. Donc, les gens commencent à avoir de bonnes pratiques dans le milieu scientifique, mais aussi au dehors. Donc, à intégrer tout un tas de contrôles, donc des contrôles négatifs, des contrôles positifs, mais actuellement, il n'existe pas de standard sur ces contrôles. Donc ça, c'est typiquement le genre de choses, parce que moi, personnellement, et je pense que je ne suis pas la seule ici, je ne crois pas trop à l'établissement de standards de protocoles avec clé en main, le primer, la bonne réaction, etc., qui va vous mener à un résultat. Mais par contre, il faut qu'on arrive à définir des approches standardisées, avec les contrôles standards qui vont nous permettre justement de mesurer quelque part la quantité de bêtises qu'on peut raconter, en fait. Enfin, ouais. Ça passe par des échantillons physiques qui permettent de dire je fais passer dans ma chaîne cet échantillon, et donc par rapport au témoin de l'échantillon, je suis à cette distance, donc je sais ça dépend. Comment En fait, le standard, tu peux l'intégrer à différents niveaux du protocole. Donc tu peux l'intégrer au moment de l'échantillonnage, où là, on va ajouter quelque chose dans le système, par exemple. Là, faut voir. Mais on peut aussi définir des standards complètement synthétiques. Quand on fait une PCR, on peut introduire dedans des ADN qu'on va complètement fabriquer des nouveaux, quoi, et qu'on peut du coup complètement tracer en fait en termes de justement d'erreurs, de réplication, etc., quoi. C'est ce qui se fait par exemple en HPLC quand on fait du profilage chimique. Même type d'approche, ouais. Ok. Merci. Oui, on attend tous la réponse. Oui, dès que j'ouvre mon portefeuille. Non, mais ça rejoint en fait la question de quel doit être le soutien public et où est-ce qu'il faut qu'on mette notre argent. Et là, typiquement, on est sur un monde où il y a des entreprises qui sont présentes, il y a de la recherche, il y a des aspects de sortie commerciale. Tu parlais tout à l'heure, Laurent, d'un contrôle CITES, mais moi je connais des sociétés qui ont besoin d'assurer leur chaîne de valeur et notamment de distinguer si la peau du reptile qui se transforme en sac à main ou en chaussure, elle est d'origine animale, sauvage ou domestique, parce qu'ils veulent que du domestique et pas de sauvage. Voilà, ils font l'analyse ADN pour faire ça. Donc il y a un ensemble de choses intéressantes. Je crois, et c'est ce qu'on a écrit dans la feuille de route France Station Verte numérique, que le rôle de l'État, c'est de faire les réseaux et les fondations. Et donc, ces questions de référentiel, nous, c'est ce qu'on veut pousser. Je ne vais pas payer deux fois, entre guillemets, le prélèvement et le type rouge. Pour dire, oui, c'était bien... telle ou telle espèce qu'on a regardé. D'ailleurs, j'en ai pris une, j'ai regardé, je trouve bien le même ADN. Enfin, une fois, voilà. Je pense que ce qu'on a construit dans ces murs, en termes de collection, avec une étiquette rouge, pour moi, instinctivement, conserve tout son sens, y compris sur l'ADN environnemental. Et s'il y a un sens à ce que cet élément soit public, c'est bien celui-là qui doit être public et mutualisé. Et mutualisé aussi bien pour les structures publiques, recherche, expertise, y compris aussi au service de l'innovation par les acteurs privés, parce que c'est aussi la garantie, ce que disait Lucie, que ce qu'on observe, c'est bien tous la même chose quelque part, et je vous le redis, moi j'aime pas trop l'incertitude, pour autant en matière de vivant, il faut vivre avec, mais j'ai besoin d'être sûr que, quel que soit entre guillemets le prestataire auquel je fais appel dans mes marchés, il me compare bien au même type, entre guillemets, et que ce qui me décrit comme étant telle ou telle espèce, c'est bien la même, et c'est bien celle sur...
Alors, on peut peut-être se tromper, on a appelé des tas d'espèces un jour par un nom, puis on a décidé d'en changer, ça c'est normal, mais en tout cas qu'à l'instant T, on était tous d'accord pour dire que c'était celle-là. Donc et là, je pense que s'il y a une action, et c'est ça qu'on vise dans la feuille de route qu'on a montée avec Patrinat et l'OFB, c'est bien cette question de la structuration des référentiels. Je pense que c'est de l'ordre de la grande infrastructure quand même, ce qu'on est en train de réfléchir. Merci, ça fait le... Vas-y, je t'en prie. Au-delà des référentiels, des bases de référence, qui est la pièce, on va dire, maîtresse pour avoir des résultats justes, il y a les méthodes, et je pense, c'est ce que Julie, tu voulais dire. Lucie, pardon, excuse-moi. Depuis le moment, moi je pensais qu'on pouvait comparer telle méthode, approche barcoding, métabarcoding. En fait, je me suis rendu compte que chaque labo avait développé sa propre recette. Et qu'en fait, ce n'était pas des méthodes, c'était des labos qu'il fallait comparer. Alors moi, je ne sais pas, ce n'est pas mon métier, tout ce qui est standardisation, normalisation, accréditation, etc. Mais j'ai l'impression qu'il faut passer plutôt par des essais interlabos par rapport à des objectifs qu'on va se fixer, peut-être plutôt qu'en effet par rapport à de la normalisation, etc. Mais dans tous les cas, ne serait-ce que par exemple quand il y a un projet et on doit faire appel à une dérogation à destruction espèce protégée, on fait appel à un bureau d'études qui va détecter ou pas telle ou telle espèce. Avant, on pouvait, par exemple, si ça tombe au CNPN ou au CSRPN, peu importe, en fonction de la période où il est allé, où il a échantillonné, quels moyens, etc., on pouvait dire s'il était bon ou pas. Mais là, avec l'ADN environnemental, il n'y a pas les compétences en interne dans ces commissions-là pour vraiment savoir si on est dans le bon. Il va nous falloir des guides, quoi. Il va nous falloir des labels. Je ne sais pas comment appeler ça. Encore une fois, ce n'est pas mon métier. Mais dans tous les cas, il va falloir savoir si le laboratoire qui a fait les analyses est bon, est digne de confiance ou pas, quoi. Voilà. Merci. Donc on est effectivement à un moment, comme tu le rappelais Laurent, où il s'agit d'industrialiser. Quand on industrialise, il faut fiabiliser, il faut benchmarker, il faut soutenir les acteurs publics et privés pour qu'il y ait une émergence d'offres de services et de solutions. Contrairement, alors c'est pas une opposition, mais la façon dont Eyeball a fonctionné, par exemple, c'est une centralisation forte par un organisme qui fait. Là, ce dont on parle, c'est plutôt un sujet qui est coordonné avec une décentralisation significative. C'est quand même deux approches qui ne sont pas du tout les mêmes, selon ce que j'en comprends. Comment tu vois ça, Adriana? Est-ce que ça te semble être une approche qui est plus fonctionnelle, plus scalable, plus rapide avec ce que tu nous disais? Maintenant, on essaye nous aussi de décentraliser avec des petits Illumina, des trucs comme ça, d'avoir des labos plus de petite taille, plus fonctionnels. Quand on décentralise, on augmente la variabilité de ce qui est fait. Et ça a été dit, alors j'ai perdu qui l'a dit tout à l'heure, mais quand on a une petite base de données, elle est super quali. Quand on a une moyenne base de données, elle est moyen quali. Puis quand on a une très grosse base de données, il y a plus de bruit. Et donc, en fait, ça pose ces questions-là en lien avec le référentiel de séquence nationale sur le sujet sur lequel on va avancer. Mais du coup, comment, à Eyeball, vous voyez cette opportunité de décentralisation? Et éventuellement, comment vous voyez la façon dont on réfléchit à avancer avec du soft power et puis de la structuration, mais pas d'aspect, on n'a pas un labo, on ne monte pas un labo national central pour le sujet, quoi. Contrairement à ce qui a pu être fait dans Eyeball. Ça c'est toujours pour l'ADN environnemental que tu me demandes? Non, parce que le référentiel de séquence, c'est pas que l'ADN environnemental, on a besoin de ces référentiels-là aussi. C'était plus facile à faire du barcoding, et c'est plus facile de faire du barcoding, puis d'avoir des protocoles qui peuvent être suivis par d'autres labos. Mais le plus grand labo en fait, au monde qui travaille sur la biodiversité, qui fait de la DNA barcoding sur la biodiversité, est au Canada, et à Guelph, proche de Toronto. Et ça, c'est parce qu'on a eu un directeur, Paul Hébert, qui a eu de financement en fait, pour bâtir ça, établir les protocoles, puis pour amplifier le code barre, c'est beaucoup plus facile que pour travailler sur l'ADN environnemental. Alors ça, ce n'est pas tellement compliqué, et quand même, ils ont mis beaucoup d'années à finir ça. Et ça, c'était avec le séquençage Sanger. Maintenant, on est déjà à utiliser le séquençage nanopore, et c'est pour ça qu'on pense de décentraliser notre approche, parce que le séquenceur, l'équipement coûte beaucoup moins cher que
que le séquenceur Sanger. Mais c'est toujours de DNA barcoding. Et là, on va avoir des protocoles jusqu'à l'année prochaine qui peuvent être répliqués dans des labos qui ont une infrastructure basique, d'équipement basique. Si on parle d'ADN environnemental, oui, on va passer ici toute la soirée, non? Parce que je pensais justement, en parlant des différences de labos, si on va sortir juste ici et prendre des échantillons dans la Seine et on va les envoyer aux labos d'ici qui font de l'ADN environnemental, je suis sûre qu'on va avoir des résultats différents. Ça, c'est déjà un challenge. Et comment on va réussir d'avoir des données qui sont assez fortes, puis qui peuvent être comparées parmi les labos? C'est quoi l'infrastructure que chaque labo doit avoir pour pouvoir faire l'ADN environnemental? Ça, on n'a pas vraiment un exemple sur ça. Même iBall vient de commencer à travailler sur l'ADN environnemental parce qu'on a mis 20 ans pour développer les librairies de référence. Alors, je n'ai pas vraiment une réponse sur l'ADN environnemental, mais c'est beaucoup des tests en fait entre les labos, non, comparaison. Oui, des blind tests entre les labos à partir des mêmes échantillons. Et bon, c'est juste un exemple pour la France pour comparer parmi les peut-être 20 labos, 30 labos qui font de l'ADN environnemental en France, voir comment ça marche. Puis après, penser à décentraliser. Ouais, donc il y a un enjeu de réussir à faire en parallèle des projets similaires de manière différente, ce qui n'est pas évident à financer, hein, certainement en matière de surveillance. Par exemple, si on dit on va faire la surveillance du même truc, pas de la même manière, avec des acteurs un peu différents, ça va générer sans doute des questionnements en matière d'efficience de la dépense publique et de mise en œuvre de la politique publique. Alors je vois que l'heure tourne et je suis un peu coupable d'avoir pas trop surveillé. Si ça vous convient, je vous propose, sauf s'il y a un regret ou une question, on peut prendre une question, mais sinon, à tour de rôle, de citer pour vous quels sont le ou les 2, 3 très gros enjeux des 2 ans à venir relatifs à ce sujet. Alors moi j'en ai un, si vous voulez ouvrir le bal, mais vas-y. Oui, je voulais seulement rebondir brièvement sur l'interaction, en fait, l'importance de faire un suivi national de la biodiversité et l'échelle spatiale, temporelle qui s'implique. Je ne suis pas persuadé qu'on ne peut pas tout séquencer, tout barcoder, c'est clair. Et du coup, l'interaction des données génétiques avec les données d'images, en fait. On l'a vu avec BOLD 5, and Sanjeevan has shown his database that makes now the species recognition system a part of BOLD, and the amount of images that are in BOLD there is outstanding. And so this interaction between image recognition with genetic data, I think, is crucial because it's an alternative also to non-destructive techniques. There is a critique that comes more and more often, even in our project proposals, as using only genetic data. So I think it's critical, this interface between image recognition, artificial intelligence, and genetic data. So I would be curious to know a little bit more from Sanjeevan how you see this in the future. And it's not as a competitive technique, but it could be a competitive technique. Once you get the link between the image and the sequence, you no longer need to sequence, right? Merci, thank you. Donc si ça vous convient pour clore cette table ronde, je vous propose à tour de rôle. Ah, encore une question? Alors, une réponse. Can I ask it in English and then maybe someone can translate? Totally bilingual. Okay. Just I'll address the question, comment. I think there's a lot of room for plurality with how we monitor biodiversity, especially with images, but then also with bioacoustics. I think there are 3 pillars with the future of biomonitoring, which includes bioacoustics, images, and DNA. And there's great
swapping of them in various places. And eDNA and DNA will likely end up being the validator and not the direct high-frequency sampling activity that takes place. I do have just a question, Yes, but sure. maybe I can just address one of the prior discussion topics around standards and reproducibility. There's a lot of work being done at the international level and national levels around establishing quality assurance criteria. This is very common for ISO and national agencies to set standards. In Canada, the Canadian Standards Agency is setting its own standards. And it's really about quality, not exact protocols. And so minimizing the variance is the objective. If you go and get a blood test in one lab, you're going to get a different, you're going to use different chemistry in another lab. But as long as it's of high quality, then you can trust the result. My question is taking things in a slightly different direction. It's the broader question about biodiversity, measuring biodiversity change, and how we talk about it. The carbon community has had it very easy. The nice thing about having a single number, my flight over here, I can measure my carbon footprint. I can have carbon offsets, carbon markets. Is there value, and I think there's a broad enough panel here to have different perspectives, is there value in the scientific community trying to develop something akin to carbon measures that we can talk about exchanging measures of biodiversity? Being that biodiversity is a non-fungible, it's a science based on non-fungible elements. You're not swapping one species for another. But is there any value in starting to move towards that so that we can communicate with the public, so that we can communicate with policymakers and be able to talk about biodiversity using true measures, numerical measures as opposed to individual species? I guess we have the topic of the next symposium. Quelqu'un est inspiré pour répondre à cette question de la DNA footprint ou pas? Non. C'est la question qu'on se pose toujours, et elle ouvre plein de questions, notamment une fois qu'on a donné de la valeur et quelle valeur, ça se monétise pas, etc. Donc c'est une question qui est vraiment dans nos esprits, dans les négociations. Nous, on est très prudents, effectivement, sur toutes les approches qui visent à donner une valeur sur ces sujets. Moi, j'ai quand même l'impression que quand je parle d'état de conservation d'un écosystème ou d'une espèce, les gens comprennent assez bien. Et en fait, on peut avoir une approche un peu synthétique, et on le voit dans les discussions qu'on a d'indicateurs, en disant c'est bien conservé, c'est mal conservé. Grosso modo, c'est comme un peu un yaourt, mais enfin voilà, on sait que le yaourt, quand il n'est pas passé sa date de conservation, il n'est pas bon, et avant, ça va. Et après, il y a toutes les étapes avant qu'il soit vraiment immangeable. Donc ça, je trouve que c'est quand même quelque chose dans l'esprit du public où installer la notion de bon état de conservation est assez, je pense, accessible aux gens. Et donc je suis moins sur des approches où on donne une valeur entre guillemets ponctuelle, d'autant que ça se découpe par écosystème. Je peux dire le bon état des eaux, ça marche bien. Après, je peux être plus raffiné, je peux dire le bon état des rivières par rapport au bon état des fleuves, je peux aller encore un peu plus loin. Et puis pour les espèces, c'est pareil, je peux dire le bon état de la vie-faune, puis je peux après spécialiser les oiseaux spécialistes, les oiseaux communs, etc. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on veut installer dans le discours et qui est relativement accessible et qui nous évite de rentrer dans des questions un peu embêtantes du kilo de biodive ou de la longueur des interactions de la chaîne trophique. Enfin voilà, si on essaie les différentes approches. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter la discussion et la réflexion là-dessus, parce que c'est vrai que le carbone a une longueur d'avance et on voit bien qu'on n'arrive pas à parler comme le carbone. Bon. Merci. Merci pour ce retour. So, to synthesize the answer, the approach is better on a qualitative approach than quantitative one for biodiversity and based on common sense. Si ça vous convient, je vous propose de reprendre l'idée de l'objectif à très court terme pour vous dans le cadre de ce grand chantier partagé,
en étant très succinct, parce que sinon je pense que mes collègues vont plus être mes collègues. Et donc on commence dans l'ordre qui vous convient, selon qui est inspiré, sur quel est le défi à tacler qui est taclable, pas le truc, si ça vous convient, pour clôturer. Alors moi j'en ai un, si vous voulez, je peux ouvrir le bal. Compte tenu de la diversité des acteurs qui vont être impliqués dans ce sujet, qui le sont déjà, qui vont être encore plus, on veut le faire plus et aller plus vite, on a un sujet évident de réussir à la fois à clarifier les relations partenariat public-privé dans ce contexte-là qui sont, on va dire, un point de friction qui est réel. Et l'autre projet, c'est pour pouvoir faire, il faut réussir à faire circuler les flux de personnes, les flux monétaires, les flux administratifs, etc. Et il y a un enjeu, à mon avis, dans ce contexte-là, si on veut avancer vite, de manière coordonnée, à travailler sur comment on peut rendre ces flux plus rapides, plus simples, parce qu'on a énormément de friction dans ces montages, dans ces contextes, etc., dans ces organisations. Et moi, ce que je vois dans mon quotidien, c'est que si on me dit demain, il faut monter 5 partenariats public-privé pour le faire, ils ne seront pas faits demain, ils seront faits dans une temporalité qui est raisonnable, mais qui requiert une quantité d'énergie notable pour le faire. Donc on a un vrai enjeu, à mon avis, collectif, et c'est une solution technique d'organisation. C'est vraiment faisable, je pense, de simplifier la mise en œuvre technico-administrative de ce sujet. Voilà, c'était mon... Et ça, je pense qu'on peut le faire dans les 2 ans à venir. Bon, je poursuis sur les sujets simples, on va dire. Non, moi, je pense que la priorité, c'est vraiment de garder la dynamique là qu'on retrouve bien dans ce séminaire de 2 jours, de travailler en commun, recherche, expertise, collection, sur les fondations de la maison qu'a évoqué Pierre-Édouard. Ça, c'est vraiment très, très important, à mon sens, et prioritaire de garder ce collectif-là et de travailler ensemble et de le structurer ensemble. Et après, sur le déploiement un peu plus large, de prioriser sur les choses qui ont de la portée sur l'action. C'est-à-dire qu'il y a plein de sujets intéressants, mais il y a des sujets plus prioritaires et plus problématiques que d'autres. Donc voilà, j'ai cité tout à l'heure le sujet, par exemple, d'outiller les forces de contrôle. Bon, je ne sais pas, c'est peut-être pas si simple que ça, mais en même temps, aujourd'hui, il peut y avoir des vrais passoires sur certains sujets. Bah, peut-être que c'est un peu sans regret, c'est-à-dire que cette approche-là, même si elle ne marche pas tout à fait toujours bien, elle peut déjà apporter beaucoup, parce qu'aujourd'hui, on peut être très loin de la cible. Voilà, c'est le cas aussi pour certaines espèces, y compris la directive Habitat Faune Flore, là, typiquement sur les bivalves qui ont été présentées. Aujourd'hui, on est à peu près dans le brouillard, on ne sait pas grand-chose sur certaines espèces. Bah là, à la rigueur, il faut peut-être prioriser sur ces sujets-là, parce que là, on a un gain fort, même s'il peut y avoir des incertitudes, de toute façon, on gagnera beaucoup. Voilà. Et le dernier point, c'est le fait que l'on garde le médecin que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on couple bien technologie et à la fin, quelqu'un qui se pose la question de est-ce que ça veut dire quoi ce résultat, donc l'écologue, l'acteur qui a une vision croisée entre la question et le résultat issu de l'ADN. Merci. Alors, ce n'est pas obligatoire, mais s'il y a une perspective. Mais moi, j'ai 2 mots qui sont assez complexes et qui en anglais, c'est transformative change. On parle beaucoup dans le cadre mondial pour la biodiversité, on parle beaucoup de whole of society approach, transformative change. Et ça veut dire une transformation systémique, quoi. C'est vraiment un changement qu'on doit faire. Pour l'instant, on parle d'ADN et on parle beaucoup des standards, des protocoles. Et il y a des gens qui sont passionnés par des choses différentes. Il y a des gens qui sont passionnés par les protocoles pour extraire l'ADN et amplifier des séquences d'ADN, les passer par un séquenceur. Ils sont passionnés par la qualité des données. Il y a d'autres gens qui sont passionnés par les bases de données, d'autres gens qui sont passionnés par l'écologie et qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un nombre d'espèces ou un numéro de bin et tout ça. Ce sont des gens passionnés, mais des gens qui ont des aptitudes différentes, des skills différents. On ne peut pas demander à la même personne de faire tout et très bien.
Après, on se concentre beaucoup sur la science, parce qu'on est des scientifiques, on est ici au muséum. On se concentre beaucoup sur la science, qu'est-ce qu'on peut donner à la société. Je trouve que les scientifiques, peut-être, ils n'écoutent pas très bien ou pas très attentivement aux besoins de la société, aux besoins du gouvernement, aux besoins de la société civile. Alors la communication peut être meilleure, mais au-delà, comment on peut transformer, comment on peut faire les gouvernements du monde écouter la science, la voix de la science. Ce n'est pas donné. On a tous suivi les élections aux États-Unis. Le Canada va avoir des élections l'année prochaine. On ne s'attend pas à des bonnes nouvelles ou les meilleures nouvelles pour le prochain gouvernement. Ça veut dire beaucoup d'attention du monde va se concentrer sur l'Europe comme the driving force pour le climat et pour la biodiversité. Et quand on parle de l'Europe, on parle bien sûr de la France. Alors, juste une provocation pour... Mais une seule alors. Hein. Pour la France, d'être un modèle peut-être de la communication et de travail meilleur entre les secteurs, puis comment on peut aider le ministère de l'Environnement à avoir une meilleure communication avec les autres ministères d'un gouvernement, parce que on sait tous que peut-être le ministère de l'Environnement dans chaque gouvernement de ce monde n'est pas le plus puissant. Alors eux aussi, ils ont besoin de support des scientifiques, non, pour avoir plus de ressources, plus d'intérêt. Comment on peut travailler avec la société civile pour le faire de plus en plus intéressé sur la perte de la biodiversité, le changement climatique. Merci. Donc en résumé, on a à prendre soin des fondations de la maison, mieux communiquer, incluant pour les scientifiques, mieux écouter, mieux communiquer. Peut-être un mot, alors je vous demande d'être très compact, plus que moi si vous pouvez. Je suis désolé, là je vais vraiment redescendre d'un cran, mais enfin voire de 3 étages. Moi, pour l'ADN environnemental, ma lettre au Père Noël, c'est des bases de référence fiables, publiques, gérées par le muséum. On n'en est pas si loin, mais il faut le faire quand même. Et j'insiste, je demande des critères, des labels. Je ne sais pas comment les appeler, vous les appelez comme vous voulez, mais sur des laboratoires qui soient publics ou privés, peu importe, mais qui puissent me dire, tel labo peut faire ça, peut répondre à telle question, telle ou telle question, etc. Voilà. Là, c'est tout ce que je demande. Des références et des normes. C'était compact. Ok, merci. Alors oui, je vais répondre c'était pas une provocation, c'était une invitation. Alors évidemment, en plus la France, généralement, on est très bon pour, dans toutes les enceintes, dire qu'on est les meilleurs et les plus ambitieux. Donc oui, on va relever le défi, évidemment, pas de souci. Après, il faut être crédible, hein, après c'est un peu plus difficile souvent. On a quand même des beaux outils, hein. Je pense notamment, on va rentrer dans la question de la restauration de la nature. Là, on va sortir le plan, on a 2 ans là, pour le chronomètre est lancé pour lancer le plan de restauration de la nature. C'est là aussi où sur ces questions de restauration, il faut qu'on arrive à raconter des choses positives, et il y en a. Et convaincre que voilà, la restauration des écosystèmes apporte du plus et du bénéfice, y compris pour d'autres secteurs. Moi qui ai un peu traîné mes guêtres en forêt quelques années, je pense que tous les forestiers savent qu'on ne sortira pas des forêts productives avec des sols tassés et qu'on a besoin de restaurer nos sols forestiers. Donc ça, je pense que c'est des sujets sur lesquels on pourra montrer que des actions positives en faveur de la biodiversité, c'est aussi du plus par ailleurs. Donc je pense qu'il faut qu'on en fasse ensemble aussi au niveau européen. Je pense que les infrastructures, on essaie de se structurer justement comme ça pour qu'au niveau européen, on arrive à faire à faire communiquer, à partager nos données ou les standards de description pour réduire les coûts, se parler, savoir aussi préparer demain les machines qui vont exploiter en web sémantique, web profond, toute la manière dont on peut décrire les ensembles de collections, les spécimens et toutes les bases de données
analytiques, dont l'ADN, et dont les différentes manières qu'on a d'exploiter cet ADN. On parle, c'est vrai qu'on n'en a finalement pas tant entendu parler, de spécimens étendus, enfin de spécimens numériques étendus, effectivement. L'ADN, on voit bien qu'il a les analyses de l'ADN ou l'utilisation de l'ADN, avec toutes les méthodes qu'on a vues, on voit bien qu'elle a une capacité de renseigner, de faire grandir en fait le corpus, la compréhension qu'on a des facteurs de spéciation évolutifs, écologiques, environnementaux, etc. autour du spécimen qui est juste colossale, impressionnante. Donc je pense qu'il faut continuer à faire des collections, bien les conserver, qu'on pense à toute la conservation numérique des données, faire des ADN, faire des génomes complets, on remplit vite des téras, des pétaoctets de machines qui ont aussi un impact environnemental. Et puis aussi, il y a le cœur de tout ça quand même, la base de tout ça, c'est le socle humain, à la fois de compétences et de recrutement qu'il faut. On peut recruter des taxinomistes professionnels, il en faut. On a sorti avec le CETAF, le consortium européen des facilités taxinomiques, il y a 3 ans, une première liste rouge des capacités en entomologie pour voir quel âge les gens ont, quel ordre n'est plus du tout étudié. Là aussi, ça doit pouvoir guider, au moins dans la sphère professionnelle, des recrutements. En tout cas, je le souhaite. Et puis, il y a tout ce dialogue commun, public-privé, mais également professionnel-amateur qui doit perdurer. Voilà, en synthétique. Moins de 45 minutes. Formidable. Merci beaucoup. Je vous remercie à tous pour vos lumières, vos points de vue, vos contributions à cette discussion. Merci pour votre patience. Merci Laurent pour ton pardon futur, pour le petit oubli. Qui n'est pas si grave. Ouais, je t'en prie. Il me revient la responsabilité d'inviter au pupitre Rodolphe pour le mot de la fin. On peut applaudir, bien entendu, oui. Je vais essayer de faire rapide. Avant tout, ce sera des remerciements, mais je crois que, évidemment, ce qui ressort là, c'est que le public ici, les intervenants représentent plein d'acteurs différents qui sont impliqués dans ces études et tout ce qu'on peut faire sur la biodiversité. Nous, ce qu'on voulait avec ce colloque, c'était initier ou continuer des échanges entre toutes ces communautés. Grâce aux présentations, à ce panel, je pense qu'on a réussi. Et je remercie tous les intervenants pour la qualité de leur présentation. On l'a vu clairement, vous avez fait des gros efforts pour présenter des sujets qui ne sont pas forcément très faciles à communiquer à tout le monde, des fois très pointus. Et on est vraiment ravis de ce que vous avez pu nous présenter. Donc on vous remercie vraiment chaleureusement. On remercie nos institutions aussi qui ont financé ce colloque, l'OFB, le Muséum, nos unités qui nous soutiennent. Donc ça, au nom de tout le comité d'organisation. On veut remercier les jeunes bénévoles vous pouvez descendre ici, qui nous ont aidés et qui ont, pendant tout le colloque, on peut les applaudir. Voilà, sans elle, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué et ça n'aurait pas pu du tout se passer comme ça. On a eu quelques aléas qu'elles ont magnifiquement réussi à gérer. Bravo. Donc on vous remercie. On vous remercie à tous d'être venus aussi nombreux pour participer à ce colloque. On espère qu'on aura l'occasion d'en organiser d'autres à la suite. Nous, on va aussi retourner à une vie normale, donc peut-être pas tous les ans. Peut-être une période de 2 ans, ce sera suffisant. On vous souhaite à tous un très bon retour chez vous, qui viennent d'assez loin. Et merci encore. Et, merci. Bon retour.